Bonjour Jean-Marie Roy. Bonjour. Vous êtes écrivain, fou d'histoire. Vos œuvres sont peuplées par des grandes figures comme Napoléon, comme Charles de Gaulle. Je signale votre livre qui va bientôt sortir aux éditions Albin Michel, Drôle de justice, confession d'un anarchiste de droite. Vous nous direz si vous êtes vraiment devenu cet anard de la droite. En tout cas, vous avez signé hier une tribune dans Le Figaro qui a été largement commentée, on peut le dire largement remarquée, qui était titrée « Comment comprendre cet engouement pour la guerre qui semble saisir Emmanuel Macron ». Alors, comme je vous savais, homme de mots, j'ai ouvert mon Larousse pour regarder la définition du mot engouement. C'est l'état de quelqu'un qui se prend d'une admiration très vive pour quelque chose, un certain enthousiasme. Est-ce que vous trouvez que Emmanuel Macron a trop d'enthousiasme pour la guerre ? Vous savez, la question de la guerre, qui n'est pas d'aujourd'hui, de ce qui est de toutes les époques, eh bien, ce qui est très étonnant, c'est que les gens, face à la guerre, sont fascinés, un peu comme la souris devant le cobra. Ils sont fascinés et ils perdent complètement l'esprit critique. Un peu comme des fiancés, vous savez. Les fiancés, vous allez leur dire, vous savez, votre fiancé, c'est un escroc, c'est un salaud, il a fait des choses horribles. La fiancée, elle dit, elle peut pas le croire. Parce qu'elle a tellement envie de se marier qu'elle veut absolument ne pas écouter. Ben, dans la guerre, c'est la même chose. Là, il y a une fascination des hommes depuis très très longtemps pour la guerre. Freud l'a expliqué. Il n'a pas trouvé de réponse. Mais c'est très très ancien et on voit ce phénomène s'enfler parce que la guerre, c'est la résolution de tous les problèmes. Pour l'individu, au fond, il y a un mécontentement de sa propre vie, il a des ennuis, il y a le quotidien qui l'embête. Donc la guerre lui apparaît comme quelque chose, comme une sorte d'ordalie. L'ordalie, c'est un mot un peu prétentieux, c'est le jugement de Dieu. Mais pour les dirigeants, la guerre, c'est une opportunité formidable. Vous avez remarqué que dans la paix, ils ont quelques problèmes, notamment Macron. Dans la guerre, subitement, tout le monde se range derrière eux, on ne les critique plus. Et c'est ça le danger. La guerre est un poison parce qu'aujourd'hui, les peuples, et c'est à toutes les époques, au fond, ils idéalisent la guerre. Non, mais ils idéalisent la guerre parce qu'ils ne se rendent pas compte que la guerre, c'est horrible, c'est le viol permanent. Vous pensez qu'Emmanuel Macron n'en a pas conscience ? Non. Vous pensez qu'il est aveuglé justement par cette espèce de passion dangereuse et cet effet drapeau qui ferait monter sa cote de popularité ? Il y a toujours sa personnalité devant les problèmes. Voilà, c'est un homme qui n'a pas, à mon avis, qui manque de bon sens. C'est une grande intelligence, mais il n'a aucun bon sens. Et surtout, il instrumentalise la guerre. Là, il instrumentalise parce que... C'est une forte accusation que vous faites quand même. Mais non ! Pourquoi ? C'est pas une accusation, je le constate. Qu'est-ce qui lui restait ? Pas grand-chose. Le créneau, c'était finalement l'Europe. Et l'Europe, c'est le parti des gens qui ne croient finalement en rien. Parce que l'Europe, c'est trop facile. L'Europe, c'est l'avenir, c'est les lendemains qui chantent. Mais et vous avez bien vu que l'Europe, ce que ça donne. Ça donne, c'est quand même, pour l'instant, n'importe quoi. Je cite l'exemple de l'heure d'été. L'heure d'été, ça fait 10 ans qu'on discute de l'heure d'été. Ils ont fait des commissions, et puis ils ont voté et il n'y a rien. Ce qui est intéressant, notamment dans votre tribune, et que vous soulignez très bien, c'est que potentiellement les dirigeants ont une appétence pour la guerre, soit on peut le déplorer, ou au contraire se sentir rassuré par quelqu'un qui ait besoin de s'en emparer. En revanche, ce qui est plus déstabilisant, c'est la fascination aussi des peuples pour les va-t-en-guerre, et même, on va dire, pour l'esprit guerrier, avec peut-être en France beaucoup plus qu'ailleurs, cette espèce un peu d'image idéalisée de la guerre, d'Apollinaire, à Drieux-La Rochelle, c'est-à-dire qu'on en a une image presque romantique, et au final, nous, le peuple français, on a quand même, et beaucoup plus ma génération sans doute que les personnes passées, totalement oublié ce que pouvait représenter littéralement l'horreur de la guerre. Mais vous avez tout à fait raison, parce que la France est un peuple guerrier. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'elle n'a jamais reproché aux hommes qui ont fait la guerre, elle n'a jamais aucun reproche. On ne peut pas dire que Napoléon, ce soit quelqu'un qui était impopulaire. Il est toujours populaire. Et Clémenceau, n'en parlons pas. Et Clémenceau, il ne faut pas oublier que Clémenceau, qui a fait tellement d'erreurs, et notamment qui a refusé la paix séparée, ça fait 1 million de morts de plus. Eh bien, on lui a pardonné les décimations, les gens qui étaient fusillés, enfin... C'est-à-dire, quand vous êtes... Et c'est la même chose pour Churchill, pour les Anglais, puisque Churchill a commis énormément d'erreurs avant de prendre le pouvoir, et eux y compris au pouvoir. Il a fait un débarquement à Dieppe qui était un massacre. Et bon, il a fait beaucoup de choses. Il a fait Yalta, qui était également une horreur. Il a livré la moitié de l'Europe au système soviétique. Donc, on ne fait pas de reproches. C'est ça qui est merveilleux pour un homme. Mettez-vous à la place d'un homme de pouvoir.
Quand il est dans la paix, tout le monde l'embête, lui dit mais le traite de tous les noms, d'un seul coup. Il prend son habit guerrier, et alors là, tout le monde est à plat ventre devant lui. Jean-Marie Roire, les 27 sont quand même debout. Tout à l'heure, on va entendre le président de la Pologne au micro de Dariusz Rojbin qui, justement, va remettre une formation obligatoire pour tous les hommes. Ça, c'est quand même pas rien. On pense à restaurer le service militaire au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne. Emmanuel Macron n'est quand même pas seul. Les 27 sont là, justement, pour se dire qu'il y a une véritable menace pour l'Europe. Mais parce que remonte à la surface, quoi ? Remonte à la surface tout le passé. Le passé de la Pologne avec la Russie, c'est pas d'aujourd'hui. Et vous savez très bien qu'une des causes de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'attitude de la Pologne. C'est le couloir de Danzig. Donc la Pologne a refusé de céder devant vous savez que le traité de Versailles a été une monstruosité. Enfin, on a essayé complètement d'accabler l'Allemagne et de faire un partage de l'Allemagne qui était impossible. Eh bien, à ce moment-là, c'est l'entêtement de la Pologne. Et nous sommes en ce moment d'avoir le même entêtement avec l'Ukraine. C'est-à-dire que l'histoire se reproduit d'une certaine façon. Il y a quelque chose quand même. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais effectivement, vous chargez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, depuis 2017, il pousse ce concept de stratégie d'autonomie stratégique de l'Europe. Il dit, en gros, pour résumer, si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. La Russie est tout de même agressive. Vous citez le traité de Versailles, et dans votre tribune, qui est formidable, parce qu'on en a beaucoup parlé tous les trois ici autour de cette table, elle oblige le lecteur à penser contre soi-même. Traité de Versailles, vous dites Munich, c'est le produit de ce traité de Versailles. Vous citez Jacques Bainville, dont on a parlé tout à l'heure, qui produit une analyse fantastique, très honnêtement, encore une fois, de cette erreur qu'a été ce traité de Versailles qui dépouille l'Allemagne. Et il a cette formule qui est quand même extraordinaire. Il dit que les chirurgiens du traité de Versailles ont refermé la plaie avec l'infection à l'intérieur. Ce qui m'amène à la question que je vais vous poser. Une paix aux conditions de Poutine, donc à laquelle semble se ranger Trump, sans concession, une paix à la va-vite, sans garantie de sécurité, ça ne serait pas, à l'inverse, refermer la plaie avec l'infection à l'intérieur ? Alors je vais vous répondre. Je ne suis pas historien, je n'ai pas cette prétention. Moi j'adore l'histoire, mais d'ailleurs l'histoire ne nous enseigne rien, puisque l'histoire c'est l'intelligence. Or nous ne réagissons pas sur le plan international avec l'intelligence, ça se serait, mais avec nos passions. Donc, ça ne sert à rien de savoir tout ce qu'on a pu dire, d'avoir lu Bainville, ça ne nous a servi à rien. Donc, pour ce qui est de la Russie, moi je suis, vous l'avez compris, pour la paix. Avant toute chose, la paix. Et avec la Russie, c'est quand même une partie de l'Europe, très importante, de culture. Enfin, on a tous été des lecteurs de Dostoïevski, de Tolstoï, enfin, la Russie, et eux-mêmes, les Russes, si vous parlez avec des Russes, ils adorent la France. Vous voyez, ils adorent la culture française. Donc, moi, je serais pour, si j'avais été à la place du président Macron, j'aurais continué sur sa ligne il y a 2 ans, quand il a dit « il ne faut pas énerver Poutine », j'aurais essayé, je crois que c'est le rôle de la France, le rôle historique de la France. Et Villepin l'a bien montré quand et Chirac, ils ont eu le courage de s'opposer à l'invasion de l'Irak. La guerre ne résout rien. Elle ne fait que poser des problèmes qu'il faudra résoudre plus tard. Donc, il faut l'éviter à tout prix. Et je crois que, à sa place, j'aurais essayé d'avoir ce rôle historique de la France, qui a été celui du général de Gaulle. C'était essayer de pacifier les choses, mais vraiment ne pas évoquer la question du nucléaire. Mais si vous analysez si bien justement ce qui semble être, on va dire, cette ambiance française pour les passions françaises, en tout cas pour essayer d'entrer en guerre, comment vous analyseriez de l'autre côté ce dont on peut vous reprocher notamment, c'est-à-dire de prendre d'une certaine manière le parti russe, ou d'avoir une certaine partie pour la paix made in Vladimir Poutine, la force de Vladimir Poutine. Écoutez, moi, je ne suis pas du parti de Poutine. On m'a dit l'autre jour, dans une télévision concurrente, que j'étais du côté de Marine Le Pen. Non, c'est du côté de Gaulle, de ce point de vue-là. Non, je suis pour la paix. Et surtout, je crois qu'il faut voir le risque effrayant qu'a apporté le nucléaire. Nous raisonnons sur les modèles d'autrefois, sans voir qu'il y a quand même un élément colossal. C'est la menace qui pèse sur nous-mêmes, mais sur la planète et sur la vie. Et bien moi, je dis, je suis un
patriotes de la vie. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, parce que, vous savez, Bertrand Russell, Einstein, tous ces gens-là ont dit, mais attention, vous allez à la catastrophe, parce que vous avez non seulement le risque nucléaire de déclaration de guerre, de la dissuasion, le feu nucléaire, mais vous avez également les erreurs du nucléaire. Parce qu'on a vu beaucoup d'erreurs avec la cybernétique. Maintenant, on voit bien comment on a vu les regrets d'Oppenheimer en plus. Ah oui, voilà. Donc, bien sûr. Non, il faut que cette menace nucléaire, nous l'ayons tous dans le cœur. Vous écrivez justement dans cette tribune, est-ce qu'il n'est pas irresponsable de jouer avec la Troisième Guerre mondiale? Et vous dites aussi, eh bien, l'esprit de paix est devenu finalement synonyme de lâcheté. C'est cette phrase-là, moi, que j'ai retenue justement dans votre tribune. C'est ce que vous sentez, c'est-à-dire que dès que vous dites attention, attention, pas la guerre, on vous accuse d'être munichois ou capitulard? Oui, c'est cette hubris de la guerre qui repose notamment sur l'affaire de Munich, dont les gens n'ont aucune connaissance. Ils ne voient pas que Munich, au fond, ça a été fait. Mais si on avait fait la guerre à l'Allemagne au moment de Munich, croyez-vous, il faut lire l'histoire de l'armée allemande de Benoît Méchain pour voir, on aurait été battu plus tôt. Bon, mais sur le fond, parce que l'armée allemande elle était quand même... C'était quand même un pays... contourner la ligne Maginot assez rapidement. Sans être traité de pro-hitlérien, il faut reconnaître qu'ils se sont affrontés à la France, à l'Angleterre, à la Russie, et qu'on a bien eu du mal à les battre. Donc, vraiment, je crois que c'est simplement une méconnaissance pour cet esprit d'abandon, de défaitisme. Je crois que ça tient à l'hubris des bellicistes, des va-t-en-guerre. Les va-t-en-guerre, mais je peux les comprendre, parce que c'est un instinct tellement profond de l'âme humaine. On a envie de faire la guerre. On a envie de faire la guerre. Moi, j'ai écrit un livre sur Napoléon, donc vous voyez, je ne suis pas non plus... Je comprends, c'est dans l'homme. Moi, tout ce qui concerne l'homme, ça m'intéresse. Donc, néanmoins, j'essaie de le calmer sur la guerre en disant... Donc vous dites, faites que Emmanuel Macron et la France fassent preuve de sang-froid, c'est ça que j'entends, plus de ton martial, et néanmoins quand même... du réarmement. Ça, vous êtes d'accord que l'Europe doit se réarmer? Écoutez, l'Europe est en train de plutôt se préparer à la guerre. On a fait l'Europe pour éviter la guerre. Et on est en train de voir que l'Europe est en train de la préparer. Donc, je trouve ça absolument, c'est une contradiction interne. Parce que, pourquoi, et ça je l'évoque aussi dans mon article, c'est que les européanistes ont bien compris qu'on ne fait l'unité d'un pays que grâce à la guerre. Par le fer et par le sang, comme l'a dit Bismarck. Et c'est vrai que l'unité italienne s'est faite par la guerre, c'est vrai que l'unité allemande s'est faite par la guerre. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de démocrates chrétiens, de centristes, de Bayrou, qui se disent finalement, si on avait une petite guerre, on aurait enfin l'Europe. Parce que c'est tellement difficile de faire l'Europe à 27, surtout que c'est n'importe quoi, enfin, je sais bien, depuis longtemps. Mais là, une guerre, on serait sauvé par la guerre. Voilà. On arrive à ressouder les troupes, c'est ça qu'on entend. Bon, alors pour ce faire, son idée, pour que les téléspectateurs puissent se faire leur idée, j'invite donc à lire cette tribune dans le Figaro, justement, qui effectivement pose des questions, fait réfléchir, et puis votre livre à lire aux éditions Albin Michel. Évidemment, peut-être qu'après, eh bien, je suis d'accord, Confession d'un anarchiste de droite, je vous remets ce titre aussi, Jean-Marie Roy. Merci infiniment d'avoir été l'invité de LCI.